Bien, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui donc pour cette nouvelle séance du séminaire d'autres scènes pour laquelle Guy Ducret, professeur à l'Université de Strasbourg, a accepté de se connecter pour nous parler d'une de ses spécialités, donc les drames et pièces historiques de Victorien Sardou et également le théâtre d'Edmond de Rostand. Guy Ducret est donc spécialiste de ces deux auteurs, a travaillé sur les éditions de ces deux auteurs et notamment sur une pièce plus particulière sur laquelle il va se concentrer aujourd'hui, La Princesse lointaine, au nom si évocateur. Je vous remercie de la part de Christine et à laquelle je me joins et je vous laisse la parole sans plus tarder. J'espère ne rien avoir oublié. Merci Guy. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Je voudrais en effet d'abord remercier Séverine Réroll et Christine Sukic de m'avoir si gentiment invité à prendre la parole aujourd'hui et à parler d'une époque du théâtre qui ne s'inscrit pas directement dans l'horizon privilégié par le séminaire d'autres scènes, puisqu'il s'agira aujourd'hui uniquement de l'époque 1900. Les quelques propos que je voudrais tenir cet après-midi s'inscrivent dans un triple contexte que je voudrais rappeler brièvement. D'abord, celui d'une réédition, d'une double entreprise collective qui ne pouvait se concevoir autrement que collectivement, tant la tâche était grande, celle commencée il y a plusieurs années de la réédition du théâtre de Victorien Sardou et celle un peu ultérieure de la réédition des œuvres de Edmond Rostand. Dans les deux cas, la collection théâtre des classiques Garnier accueillait cette entreprise. Je vous mets ici la figure que ça prend. Aujourd'hui que c'est paru, mais c'est pas entièrement paru puisque nous avons un coffret de Victorien Sardou de 6 volumes, j'y reviens tout de suite, et un premier volume du théâtre complet d'Edmond Rostand, paru exactement il y a un an et 2 mois. Alors, ce coffret de Sardou contient donc 6 volumes pour 16 pièces, réunies sous la houlette de ma collègue, le professeur Isabelle Moindreau de l'Université de Paris 8, et qu'une équipe de 10 chercheurs et chercheuses a mis environ 8 ans à préparer pour une collection très précise, non celle des comédies qui vont faire l'objet de 7 nouveaux volumes. On ne sait pas si ça donnera lieu à un coffret, mais en tout cas, 7 nouveaux volumes auxquels nous avons commencé à travailler avec une équipe élargie. Sardou fut en effet un très célèbre auteur comique et pas seulement un auteur de drame. Là, il s'agissait des drames et des pièces historiques, comme Séverine vient de le rappeler, où il s'est taillé une réputation mondiale, en particulier parce que 7 de ces pièces euh, ont été écrites spécialement pour Sarah Bernard, qui se chargea de les emmener en tournée partout dans le monde. Nous avons donc commencé par ce qui, sans doute, était le plus difficile, c'est l'opinion de Isabelle Moindreau en tout cas. Ces pièces, en effet, se passent dans des périodes reculées de l'histoire et ont exigé de la part de leur auteur une prodigieuse énergie de recherche et de reconstitution, et par conséquent de la part des éditeurs qui les éditent aussi, bien sûr. Le plus difficile aussi dans ces pièces résidait dans la mise en scène à tenter de rêver ou de reconstituer par l'imagination. Il s'agissait de très grands spectacles avec une débauche de moyens financiers. Sardou, comme l'a montré Jean-Claude Dion,
a été entre 1880 et 1900 l'auteur le mieux payé de France, l'auteur de théâtre le mieux payé de France. Donc, il gagnait beaucoup, beaucoup d'argent. Il a pu s'acheter un château près de Paris, à Marly-le-Roi. Donc, énormément de somptuosité des décors, d'innombrables figurants, des costumes éblouissants, des scènes, paysages absolument magnifiques, on y reviendra tout à l'heure, et ça donnait une sorte, je le dirais peut-être comme ça, une sorte de péplum avant la lettre. On est quelques années avant les premiers films, avant la naissance du cinéma, et donc il faut les imaginer comme des grands péplums, pas forcément sur l'Antiquité, mais des péplums qui s'échelonnent, dont l'action s'échelonne à travers l'histoire. J'y reviens dans un instant. Donc, ces 16 drames et pièces historiques, emmenés, et en particulier les 7 emmenés par Sarah Bernard dans le monde, sont à concevoir comme participants de l'industrie du spectacle français à son meilleur à l'époque 1900. Et c'est une des raisons pour lesquelles leur mise en scène est très difficile et reste très difficile aujourd'hui. Ce sera un peu l'objet de ma réflexion à tout à l'heure. Alors, probablement que les comédies, qui sont 27 pièces, qui feront partie de l'ensemble des comédies, seront plus faciles. Elles exigent moins de somptuosité de décor et contiennent certains des succès les plus caractéristiques de Sardou, Les Pattes de mouche, Divorçons, et on peut rappeler que certaines ont connu une deuxième vie dans le dans le cinéma hollywoodien des années 30, par exemple chez Lubitsch, Let's Get a Divorce, qui sont usuellement repris comme thème de Sardou. Donc il a connu une deuxième vie euh, dans les années 30. Alors ça, c'est pour la première entreprise dont je dirais un mot, mais très, très, très circonscrit tout à l'heure. Et l'autre entreprise, elle aussi collective, mais d'ampleur moindre, puisque nous sommes 5 collaborateurs, consiste dans la réédition en 3 volumes du théâtre d'Edmond Rostand, qui a souffert, si l'on peut dire, puisque c'est quand même l'auteur français le plus joué de l'époque, encore aujourd'hui, et encore triomphant aujourd'hui, qui a souffert, si l'on peut dire, de la gloire de Cyrano, soleil trop brillant, et qui a quelque peu maintenu dans l'ombre d'autres chefs-d'œuvre, La princesse lointaine, dont le titre était prononcé par Séverine à l'instant, L'Aiglon, incarné par Sarah Bernard aussi, en travesti, Chanteclair, et la Samaritaine, qui intervient juste après la princesse lointaine, et bien sûr, elle aussi incarnée par Sarah Bernard. Alors, ça c'est le contexte premier des quelques choses que je vais vous dire à l'instant. Il y a un deuxième pan contextuel à mon propos, c'est la, le centenaire de la mort de Sarah Bernard, dont vous avez compris que c'était au fond le lien, le maillon qui les lie tous les deux, n'est-ce pas? Ils ont tous les deux écrit pour Sarah Bernard, et c'est ça qui me permet de les associer, hein. Euh, 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 donc, il y a eu l'an dernier le centenaire de Sarah Bernard et de la mort de Sarah Bernard, avec une exposition au Petit Palais et un catalogue très important. Ce catalogue était accompagné au Petit Palais d'un double cycle de conférences, l'un organisé par le Petit Palais lui-même et l'autre organisé par le comité d'histoire de la ville de Paris, qui a jeté un regard très vif sur les auteurs préférés de Sarah Bernard et sur l'intensité prodigieuse de la collaboration de Sarah Bernard avec chacun des deux. Alors, dans ce cadre, j'ai eu à faire une espèce une conférence dans le cadre du cycle du Petit Palais, et qui me sert de point de départ à ce que je vais dire aujourd'hui,
dont j'ai repris certains pans et que je vais par ailleurs étendre surtout à la problématique de votre séminaire de cette année, c'est-à-dire celle des problèmes de la réédition du texte théâtral, hein. C'est un peu ça que je voudrais faire. Le troisième pan, justement, c'est votre journée d'études, notre journée d'études du 10 novembre sur les problèmes de la réédition théâtrale. Aujourd'hui, vous étiez parti des textes anciens et vous aviez très gentiment accepté de les ouvrir à des problèmes de réédition de textes plus récents. Et je fais écho dans ce que je vais dire à l'instant, un peu à plusieurs titres à cette réunion du 10 novembre où vous aviez eu la gentillesse de m'inviter. Donc, je suis à l'intersection de ces trois moments contextuels je voudrais explorer un tout petit peu les raisons de rééditer ce théâtre, expliquer quelques-unes des difficultés que nous avons rencontrées et que nous rencontrerons, que nous rencontrons toujours, à la fois dans l'entreprise de réédition elle-même et dans le passage à la scène qui, je dois le dire ici tout de suite, reste notre horizon majeur, rêvé et pour l'instant absolument inaccessible. Et l'une des raisons, l'une des choses que je voudrais interroger, c'est les raisons pour lesquelles il reste inaccessible. Alors, il y aura peut-être 5 points que je vais développer rapidement. Je voudrais d'abord commencer par vous exposer les raisons de cette observation parallèle de ces deux génies. Je voudrais vous faire un très rapide panorama de ce que recouvre cet ensemble de pièces qui me permet de les associer. Je voudrais m'arrêter sur une scène, puisque je suis avec des Shakespeariens, sur une scène à faire, qui est la mort de Cléopâtre de Sardou, dans Cléopâtre de Sardou. Interroger des questions de spectaculaire chez Rostand, en m'arrêtant sur une petite scène de la princesse lointaine. Et puis, je terminerai par des questions un tout petit peu de poétique rostandienne, en vous parlant un peu de ce qui est apparu au moment à l'éditeur de La Princesse lointaine comme à côté des aspects spectaculaires, comme devant être développé et que j'ai appelé le verlénisme de Rostand. C'est un petit aspect plus recherche philologique par lequel je voudrais terminer. Alors, d'abord, deux génies parallèles. Euh, nous allons partir, si vous voulez bien, de ces deux images que vous avez à l'écran. Il s'agit de deux bustes. À gauche, vous voyez le buste en bronze de Victorien Sardou fait par Sarah Bernard. Donc, Sarah Bernard, c'était l'origine de l'exposition du Petit Palais, est sculptrice, on ne le sait pas toujours assez, et le Petit Palais est recueille beaucoup de ces sculptures, ce qui a servi de noyau de départ à leur entreprise d'exposition du centenaire. Donc vous avez ici un très beau buste en bronze de Victorien Sardou qu'elle exécute en 1900, Sardou est vivant, et qui, comme le dit Cécilie Champy dans le catalogue de l'exposition, est à la fois réaliste, on voit le visage anguleux célèbre du maître, l'exécution minutieuse de la chevelure, on peut retracer chaque mèche de cheveux, et en même temps symboliste, ou Art Nouveau, si vous voulez, on est en 1900, puisqu'il il repose sur deux allégories, celle de la comédie à droite et celle de la tragédie à gauche, la comédie étant représentée par Réjeanne et la tragédie à gauche par Sarah Bernard elle-même, qui se représente dans le buste, hein. Alors, à droite, vous avez une photographie très rare, exhumée à l'occasion de l'exposition par Madame Cantarouty, qui était sa commissaire,
qui nous montre Sarah Bernard à l'œuvre. Nous sommes en 1922, elle va mourir l'année d'après. On ne le voit pas, mais elle n'a déjà plus qu'une jambe. Et elle sculpte l'autre dramaturge qui lui fut cher, c'est-à-dire Edmond Rostand, mais elle le sculpte alors qu'il a été emporté 4 ans plus tôt par la grippe espagnole en 1918. Et elle le montre, cette photo la montre en train de le sculpter avec un geste très tendre, comme d'amour de la main de la sculptrice. Euh, euh, Rostand est jeune, on y reviendra aussi, il est en habit d'académicien et on le voit bien avec les broderies. Et je voudrais commencer par redire à quel point ces deux effigies sont tout à fait exceptionnelles. D'abord, la tradition du buste, comme vous le savez, remonte aux empereurs romains. Et sculpter un buste suppose une vénération presque cultuelle à l'égard de celui qu'on sculpte. Et euh, on peut aussi dire que euh, ce que montraient les Romains, c'était des dieux sous la forme de l'empereur, hein, l'empereur divinisé. Et donc, on est dans un cas tout à fait singulier et probablement unique dans l'histoire d'une actrice qui sculpte le buste des auteurs qu'elle a joués. Je ne pense pas qu'il doit y en avoir d'autres de ces cas-là. Et c'est très euh, saisissant de se dire qu'il y a une marque de reconnaissance et de dévotion et de respect dans ce geste de la fabrication du buste et qui est d'autant plus touchant chez Rostand que c'est une sorte de face-à-face par-delà la mort, car Rostand n'est plus là et c'est un Rostand jeune, celui qu'elle a connu dans sa jeunesse, qu'elle se remémore en le sculptant. Peut-être pas tout à fait le jeune homme de 26 ans qui était venu la voir en 1894 avec sa pièce La princesse lointaine, mais un jeune homme suffisamment jeune, déjà académicien. Je rappelle qu'il est devenu académicien en 1901, c'est-à-dire à l'âge de 33 ans. On peut imaginer que c'est à peu près, c'est peu de temps après, c'est un homme entre, disons, 33 et 40 ans ici, auquel elle donne vie par la sculpture. Et cet homme lui a donné une partie de sa gloire, comme Sardou l'avait fait avant, grâce à la princesse lointaine, puis à la Samaritaine et enfin à l'Aiglon. Euh, Sarah a sculpté ces deux bustes de dramaturges dont elle a ensuite emmené l'œuvre à Paris d'abord, puis en tournée. Et ce sont les deux auteurs qu'elle a le plus défendus. Euh, on peut rappeler qu'elle partait donc aux États-Unis, dans le Middle West, en Australie, au Brésil, et que quand elle donnait une soirée, elle donnait le plus souvent du théâtre classique, en tout cas une Phèdre. Elle avait toujours Phèdre ou souvent Phèdre dans ses bagages, mais elle donnait aussi un acte de Sardou ou un acte de Rostand, à défaut de donner toute la pièce, hein. Donc elle transporte ses œuvres dans le monde. Euh, et disons, ce parallèle que je fais ici invite à les considérer ensemble, alors même qu'à première vue, leurs génies respectifs semblent à des années-lumière l'un de l'autre. Et je me suis amusé à mettre en parallèle leurs traits contrastés dans une sorte de tableau sans grande prétention scientifique,
mais riche de quelques révélations. Alors, admirez le subtil jeu de couleurs, puisqu'il y a le jaune pour Sardou, le bleu pour Rostand, et jaune et bleu, ça fait vert quand on les mélange, et c'est ce qui les rassemble. Donc, commençons par ce qui les oppose, puis on regardera le vert après pour voir ce qui les rassemble. Alors, d'abord, première observation, Sardou, né en 1831, mort en 1908, et Rostand, né en 1868, mort en 1918, ne sont pas de la même génération. Pour commencer, ils appartiennent à une génération tout à fait différente. Sardou a 50 ans lorsque Sarah joue son premier drame, qui est Fedora en 1882. C'est un auteur déjà hyper célèbre, riche, et qui peut, si j'ose dire, se permettre Sarah à 50 ans. Il a suffisamment conquis de gloire pour qu'il puisse lui offrir une première pièce. Pour Rostand, c'est tout à fait l'inverse. Tout jeune homme, il écrit à sa fiancée qui va devenir sa femme. Voilà, j'écris un drame pour Sarah, sans le moindre doute que ça marche. Il a 26 ans et il lui présente un drame, elle dit oui. À l'âge de 26 ans, c'est quand même très, c'est un peu plus que l'âge de nos étudiants, mais c'est quand même très, très, très notable, hein. Donc, ces grands contrastes de ces deux choses, donc on peut dire que Sarah vient comme consécration pour Sardou, tandis qu'elle vient comme lancement pour Rostand. Elle le lance d'une certaine façon. Il n'est pas tout à fait débutant, hein. Il a déjà 2 ou 3 pièces qui sont plutôt des vaudevilles, dont un merveilleux qui s'appelle Les Romanesques. Mais quand même, disons, elle le lance, hein. Alors, Sardou, par ailleurs, est une gloire née du Second Empire. Le génie de Sardou a été consacré dès les années 1860. Ça a été d'abord le grand auteur du Second Empire, avant de devenir l'auteur de la Troisième République, tandis que la gloire de Rostand est caractéristiquement celle de la Troisième République. C'est une gloire née dans les années 1890. Euh, Maintenant, il y a évidemment aussi un contraste poétique très très important. Sardou est prosateur et Sarah ne peut pas prononcer un seul vers chez Sardou pour la simple et bonne raison que Sardou n'a pas écrit un seul vers. Pas un seul vers pour le théâtre, alors que chez Rostand, Sarah ne prononce que des vers chez lui, puisque il n'a pas écrit pour le théâtre autre chose pour elle que des vers. Donc Rostand est poète et Sardou est prosateur. Et puis, dernier contraste, on pourrait continuer, hein, mais dernier contraste pour aller assez vite, Sardou est du côté de la gloire, de la richesse, de la fécondité, de la santé. C'est un ogre dévoreur. Il achète des châteaux, il met dans les allées des châteaux des sphinx pour rappeler l'Égypte. Il écrit euh, extraordinairement rapidement. Il invente plusieurs pièces par an. Voilà. Et Sarah est donc sa muse joyeuse à Sardou, même si elle joue des rôles terriblement dramatiques et tragiques pour lui, hein, mais c'est sa muse joyeuse. Tandis que Rostand est du côté de bien sûr de la gloire aussi, mais d'une gloire très très vite accompagnée de neurasthénie, de maladie, d'impuissance. La correspondance de Rostand est dévorée de douleurs, de maladies, de solitude. Et donc Sarah est, au fond sa muse triste ou sa muse tragique pour faire contraste aussi. Voilà. Alors, ça, c'est pour les contrastes très, vous voyez, que j'ai beaucoup accusés ici, mais il ne faut pas euh, que ces contrastes accusés
nous empêche de voir ce qui les rassemble. Donc, ces deux auteurs sont promus au fait de la gloire par elle. C'est grâce à elle qu'ils atteignent les sommets de la notoriété. Ce sont deux auteurs enrichis financièrement par elle. Peut-être que certains de nos auditeurs ou certains de nos futurs auditeurs seront déjà allés à, à Arnaga, mais c'est grâce aux recettes de Cyrano que Rostand peut s'acheter Arnaga. Et faire cette extraordinaire maison, la décorer merveilleusement. Enfin, il faut aller visiter Arnaga. Euh, Ce sont deux auteurs qu'elle a souvent dû défendre parce qu'ils étaient très attaqués. On pourra peut-être dire un mot pourquoi. Ce sont deux auteurs qui ne sont pas du tout des auteurs de cabinet, ce sont des auteurs passionnés par la mise en scène et qui vont au théâtre, et comme elle est passionnée par la mise en scène, hein, et vont collaborer avec elle jusque dans les moindres détails. Et donc, ce sont des hommes de terrain du théâtre, hein, tous les deux. Ce sont, peut-être qu'on ne peut pas l'oublier aussi, deux académiciens. Sardou devient académicien à 46 ans, Rostand à 33 ans, prodigieux, grâce à Cyrano, bien sûr, en partie. Et ce sont deux auteurs souvent méprisés par la génération d'avant-garde des symbolistes, comme commerciaux ou génie facile, ils sont en tout cas pas considérés comme d'avant-garde, hein. Et puis, je le disais, ils sont associés par Sarah elle-même au cours de ses tournées. Voilà, alors ça, c'est pour un peu vous montrer ce qui, au fond, nous permet de faire une conférence sur Sardou et Rostand à la fois, alors même que leur génie n'a rien à voir, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils écrivent pour elle, euh, puisqu'on on peut pas faire le tour de ces 16 pièces des drames et plus la princesse lointaine ou les trois pièces de Rostand publiées. Eh bien, on peut s'arrêter sur ce qui caractérise leur génie lorsqu'ils se mettent au service de Sarah, et j'ai appelé ça un tour du monde et un tour de l'histoire par le théâtre. C'est ça qu'ils arrivent à faire. Alors, voilà la liste des pièces qui sont donc conçues et écrites pour Sarah Bernard. Chez Sardou, je les détaillerai, hein, mais je commence par en faire la liste, parce que rien que sonorement, elle est intéressante. Fedora, 1882, Théodora, 1884, La Tosca, 1887, Cléopâtre, 1890, Gismonda, 1894, Spiritisme, 1897 et La Sorcière, 1903. Et puis, du côté de Rostand, La Princesse lointaine, 1895, La Samaritaine, 1897, L'Aiglon, 1900. Euh, alors, nous avons ici euh, les œuvres donc écrites par ces deux auteurs, et ce qui unit véritablement leurs deux génies, c'est le rôle qu'ils donnent à leur muse dans leur œuvre, la place qu'ils lui réservent et que le titre même de ces pièces dit aussitôt, la façon au fond dont ils organisent leurs pièces pour elles. Voilà ce qui leur est profondément commun: concevoir un drame où elles puissent à chaque fois donner le meilleur d'elles-mêmes et utiliser leur génie pour déployer au mieux le sien d'actrice. Alors, il est très difficile de cette liste, s'il fallait entrer dans le détail, on n'y arriverait pas de chacune de ces pièces, mais je vais essayer de vous montrer que considérées dans leur ensemble, elles constituent un parcours de l'histoire occidentale
et de la géographie du monde occidental, disons, depuis l'Antiquité. Et ce faisant, elle décline la variété infinie, the infinite variety, comme dit Shakespeare de Cléopâtre dans Anthony et Cléopâtre, du génie féminin qui se serait illustré à travers l'histoire, ou plus exactement, que l'histoire occidentale aurait permis de révéler dans sa plus grande diversité. Alors, je parle là un peu de géographie et d'histoire. Et je les prends, je vous les laisse sous les yeux et je détaille un petit peu, mais rapidement. Si vous aimez l'Égypte, bon, je commence par le début, bien sûr. Si vous aimez l'Égypte du 1er siècle avant Jésus-Christ, vous avez Cléopâtre qui vous attend dans son palais. Elle est entourée de serpents vivants et sur fond de pyramides esquissées dès les premières pages du brouillon, je vous le montrerai tout à l'heure, par Sardou. Il conçoit son drame dans le cadre des pyramides. Si vous préférez une antiquité plus chrétienne, eh bien, c'est chez Rostand, la Samaritaine, qui vous attend, près du puits de Jacob, c'est le décor, et vous verrez même, aux côtés de Sarah Bernard, nul autre que Jésus, bien sûr. Comment raconter la Samaritaine sans arriver de Jésus? Peut-être que vous préférez un monde byzantin différent, plus tardif. Eh bien, c'est Théodora qu'il faut lire. Théodora, l'impératrice du IVe siècle, qui est ressuscitée par Sardou et qui vous accueille sur les bords du Bosphore, soigneusement reconstituée dans la pièce de 1884. Mais peut-être que, toujours dans le monde de Byzance, mais presque à la fin de Byzance, vous vous intéresserez à la chute de l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire à l'époque de 1451, qui est le cadre où se passe la Gismonda, sous-titrée la Duchesse d'Athènes, ou elle avait comme titre d'abord la Duchesse d'Athènes, et qui se passe donc dans l'Athènes de 1451, tandis que l'Empire romain d'Orient est sur le point de tomber aux mains des Turcs. Mais nous sommes encore dans le monde byzantin. Nous sommes aussi dans le monde byzantin, mais du XIe siècle, avec, chez Rostand cette fois, la princesse lointaine, qui se passe au XIe siècle donc, et qui raconte l'arrivée des croisés, et le premier d'entre eux, le poète Geoffroy Rudel, sur le chemin de Jérusalem, et qui s'arrête à Tripoli du Liban pour aller voir la célèbre princesse lointaine. Tout ça, c'est chaque fois Sarah Bernard, hein, je n'ai pas besoin de le dire, mais bien sûr, elle est partout. Peut-être que vous aimez mieux d'ailleurs, plus tard que Byzance, l'Espagne du XVIe siècle, de l'Inquisition. Alors, vous aurez... ah oui, j'ai oublié de vous montrer, voilà la duchesse d'Athènes sur le sommet de l'Acropole, en tenue de duchesse florentine, avec son petit-fils Francesco, qui va être jeté dans la fosse aux tigres par le méchant Zacharias. Et vous voyez d'ailleurs des éléments architecturaux qui ont disparu, que vous ne trouveriez pas sur l'acropole d'aujourd'hui, et qui sont la tour franque, la médiévale, qui monte devant les propylées. Et on est donc dans une Grèce reconstituée du XVIe siècle. Je vous parlais de l'Espagne de l'Inquisition, ça c'est le tableau final extraordinaire de la cathédrale de Tolède, avec la sorcière, la pauvre, devant le tribunal de l'Inquisition, qui va être brûlée ici même, là, dans ce dernier acte de La sorcière, acte 5, et nous sommes donc dans l'Espagne du XVIe siècle. Vous préférez peut-être l'Europe de la Révolution et de l'Empire, alors avec ses robes à taille haute et ses coiffures à bandeaux, ce néoclassicisme vestimentaire merveilleux,
Et vous l'avez à Rome, dans la Tosca, bien sûr, qui se passe à la fin du XVIIIe, début XIXe, et aussi chez Rostand, à Vienne, dans l'Aiglon, puisque nous suivons la vie du fils de Napoléon, avec l'ombre mélancolique de l'empereur disparu, dans les jardins de Vienne. Nous n'oublierons pas la Russie. Je suis toujours dans ma liste là. Nous n'oublierons pas la Russie avec ses anarchistes et sa violence anti-tsariste. Et nous avons la Fédora par laquelle Sardou commence en 1882 avec cette Fédora intransigeante et fière. Et si vous ne voulez que l'époque contemporaine, eh bien il reste spiritisme avec un accident de train dans le Paris 1900 et la pauvre héroïne de spiritisme croit que son mari est mort dans cet accident de train, mais elle ne sait pas qu'en fait il n'est pas mort. Et donc elle entre en contact avec lui par spiritisme en quelque sorte, hein. Sardou était spirit. Alors, voilà ce que j'appelle le tour du monde, vous voyez, géographie et histoire mêlées, qui a fait que les contemporains, si on lit la critique de ces pièces transversales, parlent très souvent de kaléidoscope et plus souvent encore de diorama. On est vraiment juste quelques années avant la naissance du cinéma. Une espèce de diorama de l'histoire où, si on prend ces pièces ensemble, défile en quelque sorte l'histoire occidentale, mais une histoire occidentale abordé par un angle très particulier, celui du génie féminin, hein, celui de la force féminine, puisque il suffit de voir sous les yeux cette liste pour comprendre que c'est une célébration du génie féminin à laquelle ils se livrent tous les deux. Et c'est une forme de kaléidoscope de la féminité historique qui les intéresse. Alors, on la voit dans ces pièces, tour à tour, impératrice et prostituée, ou d'ailleurs parfois simultanément. Dans Théodora, elle est et impératrice et prostituée. On la voit pharaon et humble amoureuse, c'est le cas de sa Cléopâtre. On la voit sainte de vitrail et sensuelle égoïste, ça c'est dans La princesse lointaine de Rostand. On la voit hautaine et artificielle, on la voit souvent meurtrière, mais par l'effet de la passion vengeresse, elle tue tout le temps, hein, j'y reviendrai tout de suite. On la voit mère jusqu'à la folie, avec le petit Francesco que je vous montrais là tout à l'heure, hein, mère jusqu'à la folie, et amante jusqu'à la perdition. Ça, c'est dans La sorcière, dans Gismonda aussi, dans Cléopâtre, bien sûr. On la voit mûre et rouée, mais aussi toute innocente et prime sautière. Bref, comme le dit un critique dès la première de ses pièces chronologiquement, Fédora, c'est toutes les femmes. Voilà, et on peut le dire de Sarah. Sarah, c'est toutes les femmes. Parce qu'elle est actrice, mais parce que le génie de ces deux auteurs lui permet, au fond, de devenir toutes les femmes. Et les deux dramaturges sont évidemment fascinés par ce génie des métamorphoses, de la souplesse. Vous savez qu'on la considérait d'une souplesse incroyable, on la comparait à un serpent. Et il s'ingénie donc à lui composer des répliques, des discours, mais surtout des situations où elle puisse faire spectacle d'elle-même, comme d'une matière ductile sous les mains d'une sculptrice. Ce n'est pas par hasard qu'elle le fut, sculptrice. Que dire de ces situations? Eh bien, ces situations, elles sont très souvent paroxystiques, où l'héroïne embrasse le pire de l'ignominie, des sommets de douleur et aussi des sommets de vengeance.
elle est aussi souvent torturée qu'elle torture elle-même, la Tosca, tout le monde connaît la Tosca. Elle est souvent traîtresse, aussi souvent traîtresse que trahie, et elle est simultanément souvent et bourrelle et victime. Tout ceci s'actualise dans des morceaux d'anthologie dans chacune de ces pièces, des moments cruciaux que sont la mort et l'amour, d'ailleurs conjoints, la mort étant le signe même de l'amour et sa consécration, comme à la fin de Cléopâtre ou à la fin de La princesse Lointaine. Et c'est pourquoi Sarah ne cesse de mourir et ne cesse de tuer. La mort reçue et la mort donnée constituant bien entendu de ces sommets paroxystiques où son public l'attend et que les deux auteurs ne sont évidemment pas privés de lui donner. Au point d'ailleurs d'avoir été moqué. Je rappelle que Bernard Shaw, qui détestait Sardou, détestait Sarah, euh, déclarait dans une de ses pièces, dans une de ses critiques très drôles d'ailleurs, que je vais vous lire en français, car Madame Sarah Bernard, c'est au moment de Gismonda, car Madame Sarah Bernard, ayant dans divers drames perpétré divers meurtres par le poison, le poignard, le revolver, la carabine et le fusil, il fallait trouver autre chose. Et M. Sardou a trouvé la hache. Voilà. Alors, voilà en effet la fin de Gismonda. Ah, tueur d'enfants, tu donnes mon fils au tigre, moi je te donne à l'enfer, et hop, elle lui coupe la tête. C'est le méchant Zacharia que vous avez là dans l'avant-dernier acte de Gismonda. Donc, on signale justement ce paroxysme de mort, et ce que détestait évidemment Shaw, socialiste, épris de réalité du moment, c'est cette transformation de l'histoire en fresque de décor, hein, qui n'était pas marquée au sceau des combats à mener au moment où Shaw écrivait. Hein. Et donc, il condamne férocement l'artificialité de ce théâtre. Alors, peut-être qu'on peut faire un tout petit détour par Maeterlinck ici, qui rappelait dans un article très célèbre de l'époque qui m'intéresse, la 1895, et qui s'appelle Le tragique quotidien, il rappelait que, en concevant son propre théâtre, hein, qu'au fond, nous ne sommes, Dieu soit loué, hein, pas dans notre vie, à chaque instant, en train de fuir devant une épée dégainée, un poignard, que notre mari ou notre femme ne nous donne pas à chaque instant une coupe empoisonnée à boire, et que donc, au fond, pourquoi est-ce qu'on continue à voir ça au théâtre, disait Maeterlinck, hein, s'en prenant manifestement à Sardou. Enfin, ces épées dégainées, ces poignards, on n'en peut plus, et je veux donc inventer, disait Maeterlinck à cette époque-là, en le faisant, un tragique quotidien, un tragique de la vie, ce qu'il appelait le tragique de la vie ordinaire, alors que quand on va au théâtre, on dirait tout le temps que voilà, une héroïne a une hache pour assassiner un seigneur byzantin qui, au fond, n'a rien à me dire, en quelque sorte. Hein. Donc, le tragique de Rostand et de Sardou n'est pas quotidien, vous l'avez compris, c'est le tragique toujours exceptionnel, on est toujours dans l'exception, euh, et on est dans l'exception à la mesure d'une artiste d'exception, d'une artiste pour laquelle il faut donner le plus paroxystique. Alors, j'arrête là ce petit panorama, mais qui nous permet donc d'observer nos deux auteurs à l'œuvre, à défaut d'observer l'actrice, puisque hélas, elle est morte, enfin, on n'a pas de captation d'aucune de ses pièces, bien sûr, et
on en est réduit à rêver à partir de la critique littéraire, de quelques photographies, euh, de la description des décors. Alors je m'arrête sur deux cas, donc, que je vous ai annoncés. Le cas de Cléopâtre, en hommage aux Shakespeariens qui m'écoutent, s'il y en a, et le cas de la princesse Lointaine. Alors, je vous propose que nous lisions euh, la scène à faire, évidemment, celle que tout le monde attend, la mort de Cléopâtre chez Sardou, euh, qu'on peut lire ici. C'est vraiment la toute fin de la pièce, hein. Cléopâtre, repoussant doucement Antoine sur les coussins, allons, c'est fini, et cette bouche adorée m'a parlé pour la dernière fois, elle baise ses lèvres, allons, c'est fini. J'arrive pas tout à fait à voir mes citations, donc je sais pas. Bon, je sais pas comment on fait pour. Bon, c'est pas grave. Charmian, les suivantes. Et Iras, fondant en larmes et la pleurant à genoux. Oh, maîtresse, Cléopâtre, silence, Charmian. Courage, bonne Iras. Elle écarte les feuilles et attire à elle l'aspic. Et toi, dit-elle, comment est-ce que je peux enlever? Ah voilà. Et toi, dit-elle, joli reptile, éveille-toi. Elle prend le serpent. Je reviens sur ce serpent dans un instant. Elle agite au bout de son bras. Viens t'attacher ici comme un enfant au sein de sa mère. Elle lui tend son bras, les dents serrées et fermant les yeux. Viens, Charmian, pleurant à genoux. Ô reine, je vais m'endormir. Je le sens bercé comme au courant des flots sous le clair soleil. Je suis sur le Cydnus, je vais au-devant de Toine. Tu es là, Charmian? Oui, reine. Ouvre la porte. Le vaillant César n'a plus rien à craindre. Antoine est mort. Antoine est mort. Qui m'appelle? Toi, mon héros? Patience, me voilà. Je viens, mon royal seigneur. Patience, me voici. Elle meurt en souriant. Alors, hop, j'essaye de... Voilà. Il s'agit ici d'une magnifique scène d'amour et de sacrifice, mais, et là, c'est vraiment bien d'avoir des Shakespeariens avec soi, on peut rappeler on peut voir que Cléopâtre ici meurt en amoureuse et qu'il y a des années-lumière entre cette pièce et celle de Shakespeare. Rappelons que la fin de Anthony et Cléopâtre, d'abord que la pièce de Shakespeare ne s'appelle pas Cléopâtre, mais Anthony and Cleopatra, et c'est pas un détail, et que en mourant, Cléopâtre, chez Shakespeare, fait un geste politique. Je meurs Égypte, n'est-ce pas? Le refus de l'asservissement de l'Égypte au pouvoir de Rome. Et c'est un geste aussi politique qu'amoureux. Euh, et ma collègue de Lille, Monique Dubar, l'avait merveilleusement dit il y a à peu près 20 ans, en disant, elle comparait les deux fins, en disant la chose suivante, je trouve la formule merveilleuse, chez Shakespeare, la femme était toujours reine, chez Sardou, la reine est toujours femme. Fabuleux, et c'est exactement ça. Euh, ce qui intéresse Sardou, c'est ce qu'il y a sous Cléopâtre de la femme voyant son amant mourir à ses pieds. Mais c'est dire que le point focal, c'est désormais la femme privée de son amour et que ce qui intéresse le public, c'est la manifestation par l'actrice de ce deuil poussé jusqu'au suicide par le serpent. Elle seule, et c'était assez, résume très bien le critique de l'Écho de Paris, Henri Boer, à l'époque. C'est la mort de la femme par amour qu'il faut rendre spectaculaire. Et toute la dimension politique n'intéresse pas Sardou. Ce qui l'intéresse, c'est Sarah Bernard mourant, si on peut dire comme ça. Euh, alors, Sardou va par ailleurs amener un petit apport personnel
que je vais vous montrer ici, c'est qu'il va inventer, par un goût de réalisme merveilleux, que, il y ait des vrais serpents sur la scène et que Sarah manipule un vrai serpent, pas un serpent en carton, c'est un vrai serpent. Et alors évidemment, ça a des conséquences assez rigolotes que je vais juste vous lire ici. On attendait avec la plus vive impatience le serpent. Cette fois, le serpent n'était pas en carton, ce n'était pas davantage le serpent automatique qui, au moyen d'un ingénieux ressort, remuait la queue à faire illusion sur le spectateur, plaignant nos prédécesseurs qui se sont contentés d'un si pauvre spectacle. Les choses ne pouvaient passer de la sorte dans la Cléopâtre fin de siècle et gagnée par le réalisme au théâtre. De ce serpent vivant qui faisait ses premiers débuts, il a été parlé dans les gazettes autant que de M. Sardou. Quand il est sorti de son panier, on suivait ses mouvements avec tant de curiosité qu'on n'avait plus d'yeux pour la grande artiste dont la mort très belle a été pour ainsi dire perdue. Il s'agissait bien de Marc-Antoine et des Cléopâtres en ce moment. Oui, messieurs, oui, mesdames, on ne vous avait pas induit en erreur. Tout ce qu'il y a de plus vivant, ce petit serpent, on l'a vu ramper une seconde sur la gorge de Cléopâtre, puis s'enfoncer lentement le voluptueux sous les plis de sa tunique. Comment le talent d'une vraie comédienne aurait-il pu lutter contre ce petit phénomène, cette mort, cette agonie douce, sans spasme et sans secousse? Tout ça a été perdu par ce petit polisson d'aspic vivant dont on cherchait les contours sous la tunique de Cléopâtre. Ah, quelle leçon pour ceux qui s'imaginent que tout doit être vrai au théâtre. Alors, c'est assez rigolo et en même temps, ça dit quelque chose du désir de spectaculaire auquel obéit Sardou. Il s'agit de faire spectacle de cette fin, hein, beaucoup plus que de faire penser, si tant est qu'on puisse imaginer que tout de même Shakespeare veut faire penser euh, au destin du monde, hein. Ce n'est pas du tout le cas ici. Alors, euh, par conséquent, c'est une pièce qui est très critiquée et qui doit faire face à d'assez vives reproches dans la pièce, dans la presse. Et je voudrais vous en lire deux qui me semblent permettre justement de réfléchir à cette question du spectacle. Alors, la première, c'est alors là, je suis pas bien du tout, du tout. Hop, voilà. La première, c'est celle de justement d'Henri Boer que je citais. Messieurs Sardou et Moreau, j'ai oublié de dire que Sardou s'était adjoint à un jeune collaborateur qui s'appelle Émile Moreau, ont supprimé les épisodes caractéristiques, ôté le mouvement, le pittoresque, la couleur de la vie aux personnages accessoires pour composer un long duo d'amour ou plutôt un soliloque de chaude sensualité destiné à une interprète unique. Ce n'est pas qu'ils méconnussent l'œuvre de Shakespeare, ils en sont assimilés le plus magnifique endroit, c'est la scène du messager, mais ils ajustaient leur version aux qualités protéiformes de Sarah Bernard. Ils préparaient un spectacle aisément transposable qui puisse être accepté à Paris et plaire, c'est ça le plus intéressant, et plaire aux populations diverses des deux Amériques. C'est donc une Cléopâtre pour la tournée en Amérique qu'a écrit Sardou. Ça, c'est le grand reproche. Et encore plus sévère, cette fois dans le journal national, mais au point de vue dramatique, la pièce est nulle. Ce qui s'appelle nul, c'est bien la fête des yeux, et je vous défie de ne pas être ébloui et charmé à l'entrée de Cléopâtre au son des harpes, des flûtes et des violons. Rien de plus artistique que cette résurrection de l'Égypte au temps de César. Tout pour les yeux, je l'ai dit. Et je vous montre le grand tableau de l'arrivée de Cléopâtre, tel qu'il est reproduit dans le Monde illustré au moment de la première. Ça devait être fabuleux, c'est tellement triste qu'on n'ait que ça pour y rêver. Alors, euh, euh, donc, vous voyez, la critique est très sévère pour le drame, mais très élogieuse pour le spectacle et enthousiaste pour le spectacle. Et
souvent, ceux-là même qui condamnaient le plus férocement le drame assuraient la plus grande rédemption au spectacle. Et c'est le très grand paradoxe de cette réception de la Cléopâtre de Sardou, par son apparat somptueux, les mouvements scéniques, les mouvements de foule, la barque de Cléopâtre qui arrive au premier acte, le troisième acte avec le décor de Memphis et des pyramides, j'y reviens tout de suite. Tout ça était absolument émerveillant pour tout le monde. Au point même qu'on peut se demander, dans un petit jeu paradoxal, si, au fond, le ratage du drame n'était pas la condition du succès du spectacle, si, au fond, la nullité, pour reprendre le thème tout à l'heure, du drame, n'avait pas permis à cette fresque de devenir vivante. Et dans ce cas, Sardou, si on accepte ça, serait pas l'auteur d'un honteux, d'un drame raté, mais l'inventeur d'une autre relation au visible au théâtre que le cinéma, avec l'invention du péplum, allait incarner dès les premières années du XXe siècle. Il y a des péplums très tôt. Hein. Et euh, là encore, ce n'est pas un hasard si on a désigné cette pièce par le terme de kaléidoscope ou de diorama en offrant au public le bonheur d'un regard libre, c'est-à-dire libéré par un drame dont l'argument se ramènerait à presque rien, la Cléopâtre répondrait à cette exigence de spectaculaire propre à la fin du siècle et qui se manifeste sous la mode des machines optiques de toutes sortes et qui va trouver son accomplissement au cinéma. Et c'est pour ça, pour revenir à notre sujet de séminaire, hein, que l'éditeur de son théâtre est très, très embêté et ne peut être qu'un éternel insatisfait par définition. Bien sûr, il peut se réjouir, et je le fais, d'avoir peut-être un peu fait découvrir ses œuvres, mais il garde constamment le deuil de cet éblouissement du spectacle, les pyramides, la galère entrant dans le port de Tars, Byzance, le Bosphore, etc. Regardez ce document très touchant, c'est une lettre de Sardou au décorateur Jambon, Marcel Jambon, du, du moment de 1890 et il se met à dessiner, c'est-à-dire que d'emblée, il imagine le spectacle, il écrit pas des répliques, enfin bien sûr qu'il écrit des répliques, mais tout de suite il dessine, dès sa première lettre, il dit voilà, ça va être comme ça, il y aura le Nil, le Sphinx, les pyramides, et on est dans un génie aussitôt visible, hein, aussitôt du visible. Et donc, c'est pour ça que, ben, que voulez-vous, nos volumes sous leur couverture jaune canari de classique Garnier, là, que c'est un peu déprimant quand on sait ça, et c'est pour ça qu'il faudrait tellement qu'on puisse arriver à faire franchir d'une façon ou d'une autre, pas comme ça, on ne va pas faire de la reconstitution, mais d'une façon ou d'une autre, la vidéo permet tant de choses aujourd'hui, donner quelque écho de cet enchantement du spectaculaire. Après tout, je reviens à notre débat, si vous vous en souvenez, notre débat de novembre, lorsque nous nous sommes retrouvés à Reims, euh, après tout, l'opéra y arrive. Le grand opéra du 19e, les Huguenots, la Juive, le Prophète, ces opéras qu'on considérait comme complètement grands spectacles du 19e qu'on n'allait plus mettre en scène, ben, ils ont été mis en scène dans les 5 dernières années, tous les trois. Hein. Et c'était magnifique dans les trois cas. Donc pourquoi est-ce qu'on n'y arriverait pas avec le théâtre? Eh bien, on n'y arrive pas. Pour le moment, échec total, on n'a pas réussi à faire à intéresser des metteurs en scène. Bon, alors, ça, c'est pour
pour notre histoire de, de Rostand, de Sardou. Je vais être un peu plus rapide à propos de Rostand. Il est 17 heures. J'ai commencé à 16h10 à peu près. Je prends encore un tout petit moment pour vous parler du cas de la princesse lointaine, si vous voulez bien. Alors, le cas de la princesse lointaine soulève des questions à la fois très similaires et différentes. L'interprète est donc identique. La date est 1895, 5 ans plus tard donc. Et il a donné lieu au même enchantement de mise en scène que tous les témoignages célèbres. On est en Orient, à Tripoli du Liban, sur le chemin de Jérusalem du temps des croisades, et on salue immédiatement la beauté de ce spectacle. Je vous lis rapidement la petite critique de Jean Laurent. Des béryls, des topazes, des chrysoprases, des tapis de Perse, des tissus de l'Inde, des coffrets de santal, des parfums d'Orient, des théorbes et des viols, des lys et des palmes, des galères aux cordages de soie, aux voiles de pourpre enguirlandées de roses, des cassolettes et des vapeurs d'encens, des visions de fresques auréolant l'agonie d'un rêve d'amour. Tel est le décor dans lequel se meut, se dresse et s'alanguit, tour à tour passionnée et plaintive, cette idéale princesse Mélissinde qui demeure au théâtre la première metteuse en scène que nous connaissions. Chose étrange, il y a comme des réminiscences de Théodora, de Gismonda et de Cléopâtre dans ce rôle de la princesse lointaine que l'art de Madame Sarah Bernard a serti d'or, de carmin et d'outre-mer comme une enluminure de micelle. Tout semble donc inscrire Rostand, vous le voyez, dans la continuité de cette inspiration sardovienne, éblouissement du spectacle exotique, beauté de la mise en scène, mise en valeur de l'interprète autour de laquelle tout tourne. Cet attrait du spectaculaire s'incarne dans un accessoire particulier de la princesse lointaine, une fenêtre qui semble concentrer tous les enjeux à la fois matériels et symboliques de l'optique 1900. Alors, je vais vous parler un tout petit peu, quelques instants encore, de cette fenêtre et vous rappeler la situation. Donc, le poète Geoffroy Rudel a emmené des croisés pour voir la princesse lointaine sur le chemin de Jérusalem, mais leur bateau a subi d'épouvantables tempêtes, des dégâts, c'est le premier acte, des pirates. Bref, le poète croisé agonise et ne peut pas, lorsqu'ils arrivent dans le port de Tripoli, ne peut pas lui-même physiquement, il est sur le pont de son bateau, aller retrouver la princesse lointaine et envoie donc le beau, magnifique combattant barbu, son compère Bertrand d'Alamanon, aller dire qu'il est là à la princesse lointaine. Et donc Bertrand, combattant, euh, tuant des gardes byzantins, arrive rempart après rempart à se frayer un chemin jusqu'à la princesse lointaine, à qui il dit: je viens vous dire, quoi donc, des vers, madame. Et ils se mettent à dire des vers pour l'enchantement de cette princesse lointaine qui voit ce sanglant héros tout suant et disant des vers comme un personnage merveilleux, et elle lui dit, mais enfin, enfin on comprend qu'elle tombe amoureuse de cet homme dès le premier acte jusqu'à la fin de l'acte où elle dit, acte 2, où Bertrand dit, mais maintenant il faut que vous me suiviez. Mais comment? Mais vous suivre où? Mais me suivre au bateau où agonise mon ami, mon, mon poète. Comment? Mais vous suivre, là, voir ce poète agonisant. Et là vient la plus célèbre réplique, la plus belle réplique du monde du théâtre 20 siècle. Non, non, je ne veux pas vous suivre. Et donc, euh, elle ne veut pas le suivre parce qu'elle est tombée amoureuse de lui. Et c'est là qu'intervient une extraordinaire scène de, de fenêtre, puisqu'il a été convenu entre Geoffroy Rudel agonisant et son compagnon que s'il mourait,
eh bien, il allait hisser la voile noire et que c'en était fini de leur voyage. Alors donc, la fenêtre est extraordinairement importante puisqu'on voit depuis le palais si la voile est noire ou blanche. Et c'est ça que je voudrais vous lire et commenter un tout petit peu avant de terminer. Donc Bertrand, non, détourne de moi ce regard de langueur. Ce vitrail ouvert là sur la mer me fait peur. Mélissande court au vitrail, le ferme brusquement et s'y adosse. Eh bien, il est fermé. Là, je te garde, fermé, te dis-je, et plus jamais l'on n'y regarde. Ignorons, n'est-on pas très bien dans ce palais? Elle descend vers lui. Il y a des parfums dans l'air, respirons-les. De ce palais jamais, jamais plus tu ne bouges. Tu vois, on a jonché de chaudes roses rouges, le sol fleur de lysée, ce matin de lys froid. Le vitrail est fermé, te dis-je, plus d'effroi. J'ai renié la pâle fleur des songeries pour la fleur amoureuse. Il faut que tu souris. Qui donc nous a parlé d'une nef, d'un rudel? Personne, rien, rien, sinon notre amour n'est réel. Derrière ce vitrail, la rive d'or s'échancre d'un golfe bleu, tout bleu, sans une nef à l'encre. Un jour, dans bien longtemps, quand nous le rouvrirons, ce vitrail, de nos peurs absurdes, nous rirons, car nous ne verrons rien. Et quelle est cette histoire d'une voile dont on doit hisser l'étoffe noire? C'est un conte, Bertrand, le vitrail est fermé. Ne pense à rien, ne pense à rien, mon bien-aimé. Et pourquoi supposer quelque chose d'horrible derrière ce vitrail? Il n'a pas l'air si terrible. Tu vois, il rit avec de l'or et de l'émail. Bertrand, vous ne pouvez me parler que de ce vitrail. Mais c'est faux, je ne veux vous parler, oh, je t'aime, je ne veux te parler que de toi, de moi-même. Ne te recule pas, donne tes yeux charmants. Quand ton regard me fuit, tu sais bien que tu mens, tu sais bien. Je sais bien que ta voix me pénètre. La fenêtre s'ouvre brusquement. Voilà le spectacle, hein, comme sous une rafale. Mélissande. Le vent de la mer a ouvert la fenêtre. Bertrand, la fenêtre est ouverte. Mélissande. Allez la fermer. Non, j'aurais trop peur de voir la voile à l'horizon. Mélissande. On détourne les yeux et puis on ferme vite. Non, je regarderai, je le sens. Mélissande se levant pour aller à la fenêtre et rasant le mur. On évite de se trouver en face et l'on approche. Ainsi, au moment d'arriver, elle hésite, n'ose pas la fermer, recule à pas lents, toujours en rasant le mur, et vient tomber à côté de Bertrand sur le divan. J'ai même un tableau ici. Eh bien, restons ici, c'est un tableau de Merson, qui est le décorateur du Sacré-Cœur de Paris, comme vous le savez, et qui peint cette scène du vitrail hein, dans La Princesse Lointaine. Eh bien, restons ici. On ne voit rien d'ici. Ensevelissons-nous dans notre amour profond et faisons comme tous les heureux du monde. Ah, que dis-tu? Bon, c'est trahir, évidemment. Alors, tout ça est réglé comme un balai. Il faut que, évidemment, le vitrail s'ouvre au bon moment, que le vent souffle pile au bon moment, parce que sinon, ça ne marche pas. Hein, il y a un grand problème de mise en scène. Et la fenêtre, vous voyez, participe de cette scénographie et figure quoi? Eh bien, le tiers important, le terzo incomodo des comédies, hein, Geoffroy Rudel, et le devoir moral qu'il représente, puisque c'est lui qui a délégué Bertrand. Et on pourrait dire, sans rire, que la situation dans ce merveilleux palais d'Orient est fort proche du théâtre de boulevard que Rostand, depuis toujours, connaît très très bien. Et qu'en somme, cette fenêtre, si j'ose dire, est une porte par laquelle arrive le mari symbolique qui fait irruption. Et c'est une variation sur une situation vaudevillesque, mais évidemment convertie en drame exotique, oriental. Hein. Mais il y a cette part de rêve hein, dont le vaudeville est tout à fait dépourvu, et vous voyez bien, la représentation de Merson le montre, que cette fenêtre n'est pas n'importe quelle fenêtre, c'est un vitrail. Et c'est donc une sorte de devoir sacré qu'elle représente, cette fenêtre. En fermant la fenêtre de l'idéal pour un amour profane,
la princesse Sarah devient la tentatrice, la corruptrice, la sacrilège. Et Rostand pousse très loin ce raisonnement et n'épargne pas à son héroïne l'ignominie d'un égoïsme absolu. Fermons la fenêtre et vivons uniquement pour nous. Ne soyons jamais rien d'autre qu'amants. Jusqu'à ce que, par un coup du destin représenté par un second coup de vent, il fallait vraiment des très très bons machinistes, hein, des, euh, permettent à la princesse de se ressaisir et tout à coup de voir que la voile est toujours blanche. Blanche sur le ciel bleu. Blanche comme un espoir de pardon. Oh mon Dieu, prolongez la blancheur encore de cette voile, car cette voile blanche est ma suprême étoile. Je viens vers toi, je viens vers toi, Geoffroy Rudel. Et donc, ils partent, ils descendent très rapidement au port. Et in extremis, Geoffroy Rudel meurt dans les bras de la princesse lointaine, dans une rédemption extraordinaire. Elle prend le voile et va s'enfermer dans un couvent pendant que Bertrand, lui, va continuer son chemin vers les croisades. Alors, qu'avons-nous? On a la rédemption in extremis de la tentatrice diabolique, hein, et sa transformation en sainte. Et j'ai trouvé cette extraordinaire relure unique de la grande relieuse Anne Jacquin de l'époque 1900, mais ce n'est pas daté, pour la princesse lointaine, où on voit qu'elle travaille l'iconographie de l'icône et transforme la princesse lointaine en une merveilleuse icône byzantine et fait entièrement oublier la diablesse qui dit fermons la fenêtre et restons parmi les coussins, hein, comme elle le disait. Bon. Alors, et il me semble que c'est très très difficile de mieux rendre compte que la version publiée de la princesse lointaine devrait être elle-même spectacle, en quelque sorte. Ce livre illustré le montre merveilleusement et ouvre à ce rêve de mise en scène qu'on rêverait de voir. Alors, je vais, le temps a passé pour moi un peu rapidement. Je vais pas vous parler de Verlaine là maintenant parce qu'il est déjà, je vois 17h20. Je garderai ça pour d'autres jours, d'autres temps. Il y a un travail philologique qu'on peut faire sur le verlénisme de Rostand. J'épargne ça, mais je reviens peut-être, si vous voulez, comme conclusion euh, à, euh, euh, à, euh, à mon titre, à cette question j'ai appelé ça donc, et ça nous permet de boucler peut-être comme ça, la question du texte et le problème du spectacle, pour les deux, hein, pour Sardou et Rostand. Je ne crois pas que rééditer Sardou et Rostand pose à l'éditeur du texte des problèmes plus difficiles qu'à d'autres éditeurs de théâtre, et j'en ai d'éminents devant moi, et en particulier de théâtre ancien. Il n'y a pas de problème de version, de manuscrits illisibles, de morceaux inachevés qu'on trouve dans d'autres folios, de travail de puzzle à faire. Tout ça n'existe pas. On a ces textes. Hein. Et donc, je ne crois pas, enfin, je n'ai pas rencontré de problème philologique majeur, j'ai rencontré des problèmes d'érudition, souvent, d'allusion, mais pas des problèmes philologiques majeurs. Mais c'est le spectacle qui fait problème à l'éditeur. Hein. Donc, la question du texte ne fait pas problème, mais c'est le spectacle qui est problème. Et donc, c'est un problème de l'éditeur, puisque
nous ne pouvons pas, avec, on va rendre hommage quand même au livre jaune. On peut pas, ils veulent pas d'image, ils veulent rien, ils veulent pas d'image, ils sont rétifs à l'image. Donc, on n'est pas dans un livre spectacle du tout. Ils sont horribles, ces livres. Mais euh, euh, comment faire pour restituer ce spectacle? euh, Alors même, je le rappelle quand même, hein, je le rappelle quand même que nous n'avons jamais dans l'histoire de l'humanité eu un accès si facile qu'aujourd'hui à l'image, hein. Jamais, jamais, jamais. Jamais nous n'avons eu de banque d'images, jamais l'image n'a été aussi accessible et aussi gratuite, aussi bon marché à reproduire qu'aujourd'hui. Mais elle est absente de ces éditions. Donc, comment faire pour restituer cette image? Et je ne répondrai qu'une chose, c'est-à-dire il faudrait que ça soit mis en scène. Et comment faire relever à des metteurs en scène le défi que des metteurs en scène d'opéra ont parfaitement bien bien relevé. Et donc voilà, c'est le problème devant lequel enfin, qui nous occupe tous depuis plusieurs années, et que ce séminaire m'est l'occasion de redire encore sans que on ne trouve de solution. Voilà, mais enfin, on peut en parler ensemble. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy. Merci à vous. Bravo. Merci de votre Vraiment, présence. vraiment